Salut Nina, Salut Sandra, comment vas-tu? ça va super et toi? Écoute, ça va, je découvre Dubaï, ça fait 72 heures presque que je suis là maintenant. Donc une découverte, très contente de te rencontrer, Moi évidemment. aussi, merci beaucoup de m'avoir permis d'être ici avec toi. Mais avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. C'est le truc qui n'en finit jamais, mais merci à toi. J'ai une première question, et je suis sûre que cette question on te l'a déjà posée, mais pourquoi Wonder Nina? Alors non, personne ne me l'a posé cette question. T'es la première Mais à me c'est la pas poser. vrai. Parce qu'en général, les gens ont toujours déjà la première idée qui leur vient en tête. C'est vrai que j'ai trouvé ce nom en 2020, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc c'était avant même de me lancer sur les réseaux, etc. J'avais déjà pour objectif de développer mon activité que j'ai actuellement. Et c'est un petit peu en rapport avec... Wonder Woman, forcément, parce que je trouve que c'est un personnage qui m'inspire beaucoup. Et au-delà de ça, c'est vraiment la puissance qu'il y a derrière ce nom, la notion de merveille, puisque Wonder en anglais, du coup, c'est merveille. Et à mon sens, on a tous un côté merveilleux en nous. Et mon objectif en tant que coach aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à un maximum de personnes de révéler la merveille qui est en eux. Donc, c'est le côté puissant et en même temps merveilleux. Sympa. Et sache un truc aussi, c'est que j'ai énormément de coachs qui aimeraient passer sur le podcast, de coachs en développement personnel. Je n'invite jamais de coach en développement personnel, puisque du coup, ça rentre un peu dans ce que nous, on fait aussi. Donc, tu es la seule et l'unique jusqu'à présent. Voilà, j'avais trop envie de te recevoir. Je suis allée sur ton compte, j'ai regardé ce que tu fais, m'a inspirée. Je me suis dit, putain, en plus, tu as quand t'es face cam, tu fais souvent du contenu face cam. C'est très, je sais pas, il y a un truc qui est très fort dans ton regard ou dans la manière dont tu poses tes mots, je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé ta vibe et du coup, je voulais vraiment en savoir plus. Donc, je t'invite déjà, Nina, s'il te plaît, à te présenter. Qui es-tu en quelques mots? J'aimerais savoir qui tu es. Enfin, elles aimeraient savoir aussi, nos auditrices, qui est Nina. Alors, moi, c'est Nina, j'ai 28 ans. Donc, je suis née, j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie en région parisienne. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi que je vis ici, à l'étranger, donc à Dubaï. Initialement, j'ai toujours été passionnée par l'humain, sans forcément m'en rendre compte. Donc ça a été une passion un peu inconsciente finalement. Du coup, je suis fille unique aussi, donc ça c'est important de le préciser. J'ai grandi dans une famille modeste, entre guillemets. J'ai jamais manqué de rien d'un point de vue financier, matériel, etc. Et mes parents, ils ont toujours tout fait pour que je ne manque de rien sur cet aspect-là. Donc franchement, je suis extrêmement reconnaissante pour ça, parce que c'est pas la chance de tout le monde. Complètement. Mais j'ai grandi dans un environnement très anxiogène, avec une maman qui était malade, du coup qui avait une maladie génétique. D'accord. Assez compliquée, puisqu'il y a plus de 20 ans de ça, cette maladie, elle n'était pas forcément super connue. Donc on a mis beaucoup de temps à diagnostiquer cette maladie à ma mère. Donc j'ai vraiment grandi dans un climat qui était assez compliqué en tant qu'enfant. J'ai eu des responsabilités en tant qu'enfant qui n'étaient pas censées être les miennes. J'ai eu une pression aussi sur mes épaules qui n'était pas censée être la mienne et que je ne devais pas porter. Et ça m'a poussé, tout ça, vraiment ce climat familial très anxiogène, à être dans un état d'un peu hyper-vigilance, finalement. Sauf que ça, je l'ai compris beaucoup plus tard qu'en tant qu'enfant. Mais on va dire que ça a laissé pas mal de séquelles. Mais le positif dans tout ça, c'est que ça m'a permis de m'intéresser à l'humain très tôt. D'accord. Donc vraiment, quand j'étais plus jeune, je cherchais à comprendre finalement pourquoi certaines personnes étaient dans la douleur, pourquoi certaines personnes étaient heureuses, parce que forcément je calquais avec ce qui se passait à la maison. Je voyais ma mère qui était vraiment dans la souffrance constamment, qui était dans le stress, dans l'angoisse, qui était vraiment dans des énergies qui étaient hyper basse, entre guillemets, et j'essaie de comparer finalement à ce qui se passait en dehors de la maison, donc à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est dans cette souffrance-là, pourquoi d'autres personnes ne l'étaient pas. Et petit à petit, en fait, j'ai fait mon cheminement comme ça, à être beaucoup dans l'analyse des gens qui m'entouraient, de nature très introvertie aussi pour ma part. J'ai toujours été celle qui était plus, on va dire, en retrait. Je suis pas celle qui se met en lumière devant tout le monde, mais ça m'a permis d'être encore plus dans cette capacité d'analyse de ce qui m'entourait, de l'environnement, des gens, etc. Et j'ai aussi fait un travail sur moi très jeune, de par ce climat un petit peu anxiogène à la maison. J'avais aussi des rapports très compliqués, très conflictuels avec ma maman, qui se sont beaucoup arrangés aujourd'hui, mais je me suis fait accompagner du coup très tôt. Déjà dès le collège, je me faisais suivre par quelqu'un qui m'a permis de beaucoup travailler sur moi, de comprendre mon mode de fonctionnement, de comprendre le rapport que je pouvais avoir avec ma mère, avec mon père, les blessures que je pouvais avoir, d'où venait mon manque de confiance en moi, tout plein de choses qui indirectement m'ont encore plus permis de comprendre
les autres petit à petit. Donc tout ça, ça m'a énormément aidé sur mon développement et sur le fait que j'ai pu, après, à plus petite échelle, aider les gens qui m'entouraient autour de moi, donc mes copines, ma famille, mes amis, etc. Et je suis devenue un petit peu la coach des gens qui m'entouraient. Donc ça n'a pas été un déclic tout de suite, cette notion de je veux devenir coach, je veux en faire mon métier, c'est ma vocation. À la base, j'ai eu un cursus pro et scolaire très orienté business. Donc, étant petite, je me suis toujours vue femme d'affaires. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'animait. Je me voyais vraiment businesswoman. Je savais pas dans quel secteur ni dans quoi, mais je me voyais comme ça. Je savais que j'allais entreprendre, je savais que j'allais développer mon propre business, mais j'avais pas encore l'idée qui faisait que je me lançais. Donc, j'avais pas pour objectif de faire de longues études parce que je suis pas du tout scolaire, mais j'ai toujours eu des facilités à l'école. Donc, je m'étais dit, je m'arrête au BTS maximum. La vie a fait que j'ai été jusqu'au bac plus 5, donc jusqu'au master. Donc, t'as fait quoi du coup comme master ? Un master marketing et management commercial. D'accord. Donc, j'ai vraiment un cursus exclusivement basé sur le commercial. J'ai tout fait en alternance. Donc, que des postes à dominante commerciale, relations clients, etc. Parce que pour moi, à cette époque, le fait d'être commercial, c'était le seul poste dans le salariat qui me permettait d'avoir une sorte de liberté, entre guillemets. D'accord. Parce que quand on est commercial, on est sur le terrain, on va en rendez-vous client, on fait un petit peu notre emploi du temps comme nous on l'entend. Donc certes c'est du salariat, mais tu te gères un peu comme tu le veux. Donc c'était pour moi le temps de trouver ma vraie vocation. Et puis les expériences que j'ai eues dans le salariat m'ont d'autant plus confortée dans cette idée de le salariat c'est vraiment pas fait pour moi. Je me retrouvais pas du tout dedans. J'ai beaucoup de mal aussi avec l'autorité qui n'est pas fondée ou qui est mal placée, de personnes qui ne maîtrisent pas forcément ce qu'elles t'inculquent ou ce qu'elles te demandent. Complètement. Et qui ont un petit peu cet abus de pouvoir de je suis supérieure à toi donc je te mets la pression. Donc pas mal de conflits aussi dans mes expériences pro dans le salariat. Ok. Et puis, un beau jour, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ne raconte pas tout de suite. Ne va pas trop vite, Nina. Tu spoil trop d'étapes, là. En tout cas, c'est cool parce que ce que tu me dis, ça me parle. Moi, c'est un peu ce qu'on fait, tu vois. On aide les femmes à s'émanciper un peu du salariat pour trouver leur side project, etc. Donc, ça me parle totalement. Et moi, c'est un peu comme toi, le salariat, ça me donne des frissons. Si j'exagère un petit peu. Du coup, pour revenir un petit peu donc, sur ton parcours, sur l'enfance que tu as eue, etc., tu dis quelque chose, tu dis c'est important de spécifier que tu étais fille unique. Pourquoi c'était important pour toi de le spécifier ? Parce que ça a encore plus renforcé cette notion de je suis solitaire. Très solitaire. D'accord. Je suis beaucoup dans ma bulle. J'ai toujours répété cette phrase de j'ai pas peur d'être seule. Ok. J'ai jamais été confrontée au fait d'être seule, donc j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours été en bonne compagnie, entre guillemets, donc j'ai jamais subi de solitude. Bien sûr. Sauf que, il s'avère que depuis quelques mois, quelques années, j'ai perdu quasiment tout mon entourage, toutes les personnes qui m'entouraient. Et aujourd'hui, je peux le dire, mes amis, je peux les compter sur les doigts de la main, et encore même une main, c'est beaucoup. Mais c'est OK pour moi. C'est vraiment OK pour moi dans le sens où, tu vois, cette notion de solitude, je me suis fait toute seule, j'ai grandi toute seule, j'ai jamais eu peur d'être seule finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si beaucoup de personnes m'ont quittée, c'est complètement OK pour moi et j'ai pas cette peur de me dire OK, oulala, faut que je trouve de nouvelles personnes, faut que je me fasse tout plein d'amis parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur d'être confrontée à moi-même. Et ça a été un gros plus pour moi parce que tout le travail que j'ai fait sur moi, je l'ai fait seule. Et ça a été plus une force finalement parce que, tu vois, par exemple, de rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines toute seule, c'est OK. J'ai pas cette peur de devoir combler ce manque, de combler ce vide. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a été un atout pour moi. J'ai jamais mal vécu le fait d'avoir été fille unique. Et on me pose souvent cette question, comment tu l'as vécu ? C'est intéressant. Et j'ai jamais voulu avoir de frères et sœurs. Ah oui ? Ouais. Pourquoi ? Parce que t'étais déjà à l'aise avec ta solitude. Ouais, je me sentais très bien seule. Alors, je suis beaucoup dans l'imaginaire. J'ai tout un monde dans ma tête, entre guillemets. Vas-y, partage. C'est quoi ton monde dans la tête ? Je me parle beaucoup toute seule. Ok. Alors, ça peut faire un peu schizo, dit comme ça. T'inquiète, je me parle souvent toute seule. Mais depuis enfant, j'ai ce réflexe de me parler toute seule. Et ça m'a beaucoup aidée aussi sur mon propre développement, sur le travail que je faisais sur moi.
Ça a du positif et du moins bon aussi, parce qu'indirectement, je me parle tellement tout seul et je m'expose tellement mes problèmes que j'ai moins besoin des autres derrière, ou du moins je suis très frustrée parce que je sens que les autres ne m'apportent pas autant que ce que je m'apporte à moi. Mais quand j'ai un problème, je me l'expose à moi-même, je m'en parle comme si j'en parlais à quelqu'un, en fait. Et je me fais des conversations seule, où je me parle finalement vraiment comme si j'avais un interlocuteur face à moi, et ça m'aide beaucoup. Top. Quel est ton rapport d'ailleurs à toi-même ? Est-ce que tu te parles comme si t'étais ta meilleure amie, ou est-ce que du coup t'es un peu dur envers toi ? Les deux. Plutôt tendance à être un peu dur. Beaucoup de déclics avec les conversations que j'ai avec moi-même, parce que je les expose vraiment comme si j'étais dans une version déjà améliorée de moi-même, avec une énergie qui est différente de quand je subis un petit peu la chose. Quand je m'en parle, ou parfois quand j'en parle toute seule, j'expose le problème comme s'il était déjà résolu. Comme si j'étais déjà passée à l'étape d'après. Okay. Et c'est vrai que là, c'est en te le disant, parce que tu me poses cette question que je m'en rends d'autant plus compte, mais c'est vrai que quand j'ai ce discours-là envers moi-même, dans la matière, je fais comme si que les solutions étaient déjà là, comme si que j'avais déjà atteint ce que je voulais atteindre, comme si que j'avais déjà la vie que je voulais. Et je pense que indirectement, ça me permet aussi de plus facilement rationaliser les objectifs que je peux avoir et d'en avoir moins peur aussi, parce que il y a peut-être une partie de moi qui l'a déjà atteint, indirectement, je pense. Mais je vois trop ce que tu veux dire. T'as l'impression parfois d'être déjà dans l'étape d'après ? Ouais. Je fonctionne trop comme toi. Mais alors, je trouve que c'est bien. Et dans un sens, faut faire attention que ça nous fasse pas faire des erreurs, justement, de décisions stratégiques au sein de ta boîte, ou j'en sais rien, pour justement prendre les bonnes décisions à l'instant T et ne pas les prendre trop vite. Mais c'est marrant, ce truc-là, je vois très bien, ça me parle beaucoup. Et donc, je reviens un petit peu sur de cette histoire donc, que tu as accompagné ta maman, etc. Ta maman est toujours malade ou elle n'est plus malade ? Elle est toujours, sauf qu'on a pu poser un diagnostic sur ses soucis de santé. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup moins en souffrance qu'elle l'a pu l'être avant, puisqu'on a fait en sorte de la guérir, de la soigner. Maintenant, c'est une maladie qu'elle aura toute sa vie. C'est une maladie génétique, donc il y a peut-être des chances que moi, je puisse l'avoir aussi. D'accord. Donc quand on lui a diagnostiqué, j'ai tout de suite fait les tests. À cette époque, j'ai le gène, mais je l'avais pas déclenché. Pour le moment, je pense pas l'avoir déclenché non plus, mais c'est possible que je puisse le déclencher ou que je le transmette à mes enfants aussi. C'est rien de grave. D'accord. Quand on le sait, quand on a le diagnostic, quand on est au courant et qu'on a du coup après la possibilité de poser les actions dans cette direction-là. Par contre, quand on le sait pas et que on fait pas ce qu'il faut, là ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, je touche du bois, elle va beaucoup mieux. Bon, elle a toujours une santé un petit peu fragile parce qu'il y a des conséquences derrière cette maladie aussi, mais beaucoup mieux qu'il y a quelques années auparavant. D'accord, ok. Et c'est intéressant du coup de voir que, enfin en tout cas j'ai cette sensation, tu sais, quand on est arrivé, je t'ai dit, j'ai senti quelque chose à travers tes vidéos, une certaine force, etc. Et maintenant ça s'explique, c'est que du coup tu as dû gérer quelque chose de très dur, très jeune. Accompagner quelqu'un donc, qui est malade, c'est compliqué. Je le sais parce que nous, malheureusement, on a perdu mon deuxième papa, quoi, le mari de ma maman. Qui était mon beau-père, et du coup c'est pas moi qui l'ai accompagné comme toi t'as pu le faire avec ta maman, mais je sais à quel point c'est dur d'avoir une personne malade dans son entourage proche, et je me dis c'est un rôle que déjà je vois ma mère, tu vois, qui a vécu ce truc-là pendant des années, qui est très difficile, donc pour une jeune fille, c'est trop tôt en fait, tu vois, c'est difficile, et je me dis j'ai l'impression que ça t'a renforcé, et c'est marrant, donc tout fait sens, tu vois, ce que j'ai ressenti en regardant ton contenu, cette force un petit peu, même si tu as cette douceur, cette empathie, j'ai lu ce que tu avais écrit sur toi, que tu es très empathique depuis petite, etc. Mais en même temps, on sent qu'il y a une grande force intérieure, et je pense que c'est ça qui a fait, et ton choix de nom aussi, en fait. Ouais. Tout est lié, quoi. Clairement. J'avais déjà ce rôle un petit peu où je sauvais ma mère, non pas par les actions que j'avais, mais parce que je sais qu'indirectement, elle se battait aussi pour moi, parce que je suis sa seule fille. Elle a eu beaucoup de... Alors, on a su plus tard qu'elle a eu beaucoup de soucis à devenir maman à cause de cette maladie aussi. Donc, on va dire que je suis un petit peu tout son monde, toute sa vie. Elle m'aime beaucoup. Je suis le centre de son univers indirectement. Donc, j'ai eu un rôle de pilier aussi pour elle, et même encore maintenant. Indirectement, et c'est aussi pour ça que je me bats, parce que je sais que si je tombe, elle tombe avec moi en fait. Ça a été quand même une pression quand même importante finalement, que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, parce que la phase la plus compliquée de ma vie, je lui ai un petit peu caché, du moins elle était au courant dans les grandes lignes, mais pas de l'intensité de la difficulté que je pouvais rencontrer, parce que je savais très bien que si je lui montrais cette difficulté-là, elle pouvait tomber plus que moi je tombais en fait.
Donc je sais qu'elle est très sensible par rapport à tout ça, elle a beaucoup peur pour moi, donc j'ai encore ce rôle finalement je la porte un petit peu sur mes épaules, et je sais que si je tombe, je l'embarque avec moi, et c'est pas du tout ce que je veux, donc je me dois aussi d'être forte pour elle, parce que je sais que mon bonheur fait le sien, donc j'ai aussi un peu cette responsabilité de lui permettre de se sentir heureuse, quoi. Waouh! Franchement, j'avoue, c'est pas enfin, c'est lourd, c'est une certaine pression que tu te mets et qui doit pas être facile à gérer au quotidien. Mais ta maman, du coup, est avec toi à Dubaï ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, c'est une difficulté supplémentaire, du coup, j'imagine. Je pense qu'indirectement, ça nous a fait beaucoup de bien. D'accord. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc, les premiers mois où je suis venue ici, j'ai essayé de couper au maximum. Donc on échangeait par message, mais c'est vrai que je prenais pas beaucoup le temps de l'appeler par téléphone, etc. parce que indirectement j'avais ce besoin aussi de couper, parce que encore une fois, inconsciemment j'ai toujours eu ce rôle de pilier pour ma mère, donc un peu de la porter sur mes épaules sans que elle-même en soit consciente pour le coup. Donc le fait d'être partie de la France, ça m'a aussi aidé à me focus sur moi, parce que c'était une période qui était très compliquée pour moi aussi à ce moment-là. Donc ça m'a permis de me dire ok, là je peux enfin me focus sur moi, sur mes difficultés, sur mes challenges que je suis en train de rencontrer, et ça m'a aussi facilité parce que j'avais moins à lui cacher, puisqu'elle savait pas ce que je vivais. On était loin, donc c'est-à-dire que les fois où on échangeait ensemble, je lui partageais le positif, je lui partageais pas les difficultés parce que je voulais pas qu'elle stresse, qu'elle angoisse, etc. Voilà, aujourd'hui, on le vit beaucoup mieux. C'est vrai que ça a été difficile pour elle parce que je suis partie du jour au lendemain. Ouais, mais j'étais pas préparée à m'installer à l'étranger. À la base, je partais pour 2 semaines, je suis restée plusieurs mois. Voire là 1 an et demi maintenant. C'est ouf. Ouais. Donc ça s'est fait un petit peu du jour au lendemain. Après, je considère que la vie fait bien les choses. Mais là, elle m'a rendu visite il y a 2 semaines. Donc elle est venue 1 semaine avec mon père, qu'ils ont vu un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Ça l'a rassurée. Elle me voit beaucoup plus épanouie aujourd'hui, beaucoup plus heureuse. Elle sait que c'est un environnement qui me fait du bien, qui me correspond aussi. Donc elle est quand même contente que je sois plus là. Et puis on s'appelle régulièrement. Donc mais oui, cool. Bien sûr. Et il y a quand même ton papa, du coup. J'avais pas posé la question par discrétion, tu vois, mais du coup, il y a quand même ton papa qui est là auprès de ta maman. Ouais, complètement. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu serais prête à lâcher cette pression que tu te mets vis-à-vis de ta maman J'aimerais bien. J'aimerais bien parce que je pense que ce serait plus sain aussi pour moi. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé. Parce qu'avant, cette responsabilité, je la portais beaucoup plus que je la porte maintenant. Donc je m'en détache de plus en plus. Maintenant, je sais qu'elle est quand même très bien entourée. Mon père est très présent pour elle aussi. Je suis très proche de mon papa. D'ailleurs, il y a une force de caractère que j'ai grâce à mon papa. Donc je sais qu'elle est entre de bonnes mains et que c'est ok. Maintenant, je sais que je fais aussi son bonheur, donc elle a quand même besoin, je suis son seul enfant, elle a aussi besoin d'être quand même en contact avec moi, de savoir que tout se passe bien. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une relation avec ma mère qui est beaucoup plus forte que ce que je pouvais avoir avant. Donc voilà, ça me tient aussi à cœur de la suivre aussi dans son évolution, du travail qu'elle fait aussi pour elle, parce que j'ai un petit peu aussi cette casquette de coach parfois. Je lui donne des petits exercices, je lui plante des petites graines sans forcément la forcer à faire les choses, parce que c'est important de lui suggérer. Donc elle met beaucoup de choses en place aussi pour se sentir bien. Donc je suis quand même contente de cette évolution. Mais tu vois, ça fait quand même écho ce que tu me dis. Donc moi, j'ai une vraie... Je dis une vraie sœur parce que j'ai des demi-sœurs aussi, bref. Donc j'ai une vraie sœur et j'ai ma maman, quoi. Et c'est vrai que je me suis toujours sentie liée très fortement avec ma sœur et ma mère, un peu comme un triangle. Et c'est pas toujours, très sain dans le sens où je peux être très affectée. C'est-à-dire que j'ai beaucoup... Tu vois, par exemple, pendant la période où ma maman, elle accompagnait mon beau-père et tout... je sais très bien qu'elle était en souffrance et qu'elle n'était pas heureuse, parce que c'est difficile d'être heureuse quand t'as une vie comme ça. Et quand ma sœur aussi a des périodes compliquées et qu'elle est malheureuse, je culpabilise limite d'être heureuse. Donc je sais pas si toi t'as aussi ce truc-là, mais du coup j'ai du mal. Pour moi, ça va pas. Il faut qu'elles soient aussi heureuses toutes les deux pour que je puisse être pleinement heureuse. C'est bizarre, hein. Pourtant ça ne devrait pas m'affecter autant. Je suis pas responsable de leur vie, de leur choix, de tout ça, mais ça peut vite m'affecter. Pour le coup, moi, je suis pas du tout dans cette culpabilité-là, parce que quand je vois qu'elle va pas bien, j'ai encore ce réflexe de la porter, mais j'ai aussi ce rôle où je suis très dure avec ma mère pour lui faire prendre conscience des choses. Donc, quand je sens que c'est une négativité qu'elle peut avoir ou que ses problèmes viennent prendre
trop d'ampleur, on va dire, sur moi, sur mon état. Maintenant, je prends la décision de me retirer un petit peu, si nécessaire. Avant, j'avais beaucoup plus de mal à le faire. Je le prenais un peu comme un combat aussi personnel de forcément l'aider à aller mieux ou forcément l'aider à ouvrir les yeux. Maintenant, j'ai compris aussi avec le temps que on ne peut pas toujours aider une personne qui ne veut pas être aidée. Et chaque combat n'est pas bon à mener aussi. C'est clair. On a des combats qui sont bons à mener, surtout nos combats personnels. D'autres qui ne sont pas nos propres combats et qu'on n'a pas à mener pour les autres. Donc... je me détache beaucoup plus de cette notion de responsabilité aussi, de prendre ses malheurs, entre guillemets, où je fais de mon mieux. Aujourd'hui, je me dis vraiment, je fais de mon mieux. Je lui apporte ce que je peux lui apporter, mon point de vue, mes conseils, des idées, des exercices ou X ou Y. Mais j'ai décidé de plus être autant impactée par cette négativité ou parfois ce malheur, entre guillemets. Maintenant, je sais aussi beaucoup que ce qui lui importe le plus aujourd'hui, c'est de me voir bien, c'est de me voir heureuse. Donc je sais qu'indirectement, quand je suis heureuse, elle l'est aussi. Donc quand j'ai des bonnes nouvelles et que je lui apporte ces bonnes nouvelles, que je l'appelle, que je lui explique, elle est hyper contente. Ça veut dire que ça va facilement effacer le négatif qu'elle a à côté. Maintenant, au-delà de ça, elle fait quand même aussi un gros travail sur elle pour être de mieux en mieux. Et je sais qu'elle est bien entourée et qu'elle a fait ce travail de s'entourer aussi de bonnes personnes pour elle aujourd'hui. Donc personnellement, j'arrive à maintenant me retirer si je sens que ça m'impacte trop personnellement. Ouais. Ok. En tout cas, voilà, c'est un sujet qu'on traite pas forcément, tu vois, au sein de nos formations et tout. Le côté relations humaines, mais que je trouve passionnant quand même, parce qu'effectivement, ça affecte totalement nos vies, nos décisions, nos choix, la personne que l'on devient. Donc, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Donc, on revient, du coup, je t'ai coupé tout à l'heure parce que ça allait trop vite. Mais du coup, tu disais, voilà, il y a un moment donné, donc tu es salarié et tu as ce truc, la goutte d'eau, c'est ça que tu disais, qui fait un peu déborder le vase. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu fais ce switch ? Alors, ça faisait déjà plusieurs mois que je me sentais plus OK avec le poste que j'avais. Donc, j'étais consultante, donc commerciale et recruteur dans l'industrie de l'ingénierie. Donc, c'est un poste avec plusieurs casquettes, avec beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup de pression de chiffres, beaucoup de pression de résultats. C'était une période de Covid. Moi, je proposais des prestations de recrutement à des entreprises dans le technique. Plein Covid, donc période où justement tout le monde licencie, où les activités sont en stand-by, etc. Donc vendre des prestations de recrutement à ce moment-là, c'est quand même challengeant. Donc beaucoup de pression sur les épaules. On m'a aussi beaucoup vendu de rêve parce qu'on m'a débauchée pour travailler dans cette grosse boîte. C'est un grand groupe. Des choses qui ne se sont pas du tout avérées vraies. Donc déjà, pas mal de déceptions. J'ai pas du tout été accompagnée. Donc je me suis retrouvée un petit peu toute seule à m'auto-gérer finalement sur mon pôle. J'avais pas de manager direct. Donc j'étais moi juste en contact avec ma N+2 du coup, mais qui était ma N+1 forcément parce que j'avais pas de manager. Et jusqu'au jour où il y a eu un trop gros manque de respect qui moi m'a fait comprendre que là en fait je peux plus. C'est clairement la goutte de trop. Ma place n'est plus ici. Et puis surtout quand j'ai appris que elle avait fait exprès apparemment d'agir de la sorte pour apparemment me donner un coup de boost, sauf qu'en fait pas du tout. C'est pas excusable de manquer de respect à quelqu'un juste pour lui donner un coup de boost ou peu importe la raison finalement. Donc à partir du moment où on m'a expliqué ça, j'ai dit ok, là je peux plus, ma place elle est plus ici. Je demande une rupture qui a été forcément refusée, parce qu'apparemment c'était pas la politique de la maison. Donc la seule façon de partir c'était de démissionner, sauf que j'ai dit par respect pour moi-même je ne démissionnerai pas. On m'a débauché, on m'a vendu du rêve, par estime pour moi je ne démissionnerai pas. Donc c'est-à-dire que peu importe le temps que la procédure prendra, je prendrai le temps, mais je partirai pas comme ça par facilité à démissionner. Donc la procédure elle a pris 1 an. J'ai fait appel à la médecine du travail pour risques psychosociaux. Parce que trop de pression sur les épaules, c'était quasiment considéré comme du harcèlement aussi. Donc j'ai eu gain de cause et j'ai gagné cette procédure. Donc on a pu me licencier pour que je puisse toucher mes droits, etc. Donc ça a été une procédure qui a quand même été très longue parce qu'il faut que tu passes par des psychiatres, par différents thérapeutes. T'as plusieurs rendez-vous spécifiques. Enfin, c'est quand même assez lourd parce que c'était le moment aussi où j'étais en pleine dépression. Et ça, j'en ai pris conscience au moment où il y a eu la goutte de trop. Donc c'est ce qui a mis en lumière aussi cette fameuse dépression que j'ai eue. Donc, gros combat qui a duré plus de 2 ans. Oui, parce que j'allais dire, là, on est en quelle année du coup, là, quand tu parles de ça ? 2021. 2021, ok, donc c'est quand même hyper récent. 2021. Ok, donc tu t'es rendu compte que tu étais en dépression, hein, pas en burn-out, tu étais en dépression. Ok. Ouais, chose que j'ai pas du tout acceptée au début. En fait, c'est au moment où il y a eu cette goutte de trop, je me suis dit, ok, je vais faire un arrêt.
maladie, parce que là, je peux plus. Donc, à la base, je m'étais dit, je fais un arrêt d'1 semaine, juste le temps de reprendre mes esprits, savoir un petit peu comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. Sauf que je me rends compte au bout d'1 semaine que je peux pas y retourner. Donc, je prolonge cet arrêt. Donc, à la base, c'était mon médecin traitant qui me faisait ces arrêts. Alors, c'était des symptômes dépressifs. D'accord. Donc, il n'y avait pas de dépression qui était posée comme terme, comme diagnostic, mais c'était symptômes dépressifs. D'accord. Et c'était quoi, alors, les symptômes? Alors, c'était perte de motivation, je dormais plus. Donc j'avais des insomnies à répétition, j'avais plus goût à rien, je faisais un peu de crise d'angoisse aussi quand il s'agissait de retourner travailler, je me sentais hyper anxieuse, j'avais beaucoup d'eczéma. Enfin voilà, mon corps m'envoyait des signaux pour me faire comprendre qu'il y avait un stress important qui était ici, mais aussi une fatigue extrême, mais sans dormir non plus derrière. À ce moment-là, je me disais, ok, bon, symptômes dépressifs, ouais, bon, pourquoi pas. Sauf que je me rends compte que les semaines passent, les arrêts se prolongent, je peux toujours pas y retourner, et mon médecin traitant part en vacances. Donc je me dois de trouver un autre médecin pour prolonger les arrêts, et là c'est un médecin que je connais pas. Et je décide de lui expliquer du coup toute la situation dans sa globalité, tout ce qui est en train de se passer, tous les symptômes que je peux avoir. Et là elle m'explique, c'est pas des symptômes, c'est pas un état dépressif que vous avez, c'est une dépression. C'est une vraie dépression que vous faites. Sauf que quand elle me dit ça, je me dis ouais bon, ok, pourquoi pas, mais je prends pas ça au sérieux dans le sens où je me dis bon, peut-être qu'elle se trompe en fait, c'est peut-être là on part tout de suite dans un extrême alors que c'est pas forcément ça. Donc au début je suis un peu dans le déni et je rejette cette idée. Puis les jours passent et cette graine qu'elle a plantée dans mon esprit, je me dis ok, bon, je vais peut-être me renseigner un petit peu sur ce qu'est la dépression concrètement. Donc je commence à faire mes recherches et je me rends compte que plus le temps passait, plus j'avais de symptômes aussi. Et là je cochais tous les symptômes de la dépression, sauf les pensées suicidaires. Tous. Il n'y en avait pas un que je cochais pas. Et là, je me suis dit, ouais, bon, ok, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et là, je me suis pris une grosse claque parce que je me suis dit, mais en fait, si j'ai cette dépression, c'est que je suis pas si forte que je le pensais. Depuis petite, on me répète que je suis forte, que je suis résiliente, que je suis capable de porter beaucoup sur mes épaules parce que j'ai eu beaucoup d'événements aussi à répétition assez compliqués à gérer. J'ai eu un gros trauma, j'ai eu une grosse rupture, enfin, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai toujours porté, j'ai toujours encaissé. Et là, quand j'ai compris que je faisais vraiment cette dépression, je me suis dit, en fait, si je fais cette dépression, c'est que non, je suis pas si forte que ça, en fait. Donc, gros échec à mes yeux. Ce qui n'a rien à voir en plus. Ouais, clairement. À mes yeux, tout de suite, je vois ça comme un échec, alors que pas du tout. C'est juste que le corps, au bout d'un moment, il te dit stop parce que t'es plus en capacité de porter et que t'as peut-être trop porté. En fait, t'as été trop forte, justement. Et mon corps m'envoyait déjà des signaux depuis très longtemps et je fermais les yeux dessus, d'où l'importance de prendre en conscience au niveau de ses besoins intérieurs, de ce qui se passe, de ton corps, de même parfois juste des petits signaux. Pas forcément de s'alarmer tout de suite, mais de se dire, ok, peut-être qu'il faut que je ralentisse un petit peu, ou juste que je prenne quelques jours de repos, ou que je prenne le temps, en tout cas, de me poser les bonnes questions, chose que j'ai pas fait forcément quand il le fallait. Et puis, s'en est donc suivi, du coup, un très gros travail sur moi, parce que j'ai pris une grosse décision importante, que je conseille pas forcément, mais ça a été un choix avec lequel moi, je me sentais alignée, c'est que j'ai pas voulu prendre de traitement médical. Donc, du coup, ça a vraiment été moi contre moi, clairement. Donc ça a duré quand même pas mal de mois, voire 2 ans finalement au total, où j'ai énormément travaillé sur moi et c'est là que je me suis encore plus plongée dans le développement personnel. C'est là que j'ai encore plus pris conscience de la force de se développer personnellement, de comprendre pourquoi en fait finalement j'en étais arrivée à cette dépression, pourquoi j'en étais arrivée à voir toutes les blessures que je pouvais avoir, les schémas qui pouvaient se répéter, pourquoi est-ce que là j'avais craqué, de quoi est-ce que je pouvais me servir comme force intérieure pour rebondir aussi, et qu'est-ce que je pouvais mettre en lumière finalement personnellement. Alors bon là je prends des raccourcis en disant tout ça, mais bien évidemment ça a pris du temps à mettre en lumière tout ça, mais c'est aussi ce qui m'a encore plus motivée à permettre à d'autres personnes justement de révéler cette force en elles et de ne pas tomber dans le trou aussi dans lequel moi je suis tombée et justement d'être dans cette dynamique de je prends en conscience de qui je suis, de ce que je vaux, de quels sont mes besoins, je m'écoute et j'avance aussi en étant pleinement alignée, chose que moi je n'ai pas fait par le passé et finalement tout s'est écroulé quoi. Ouais, encore une fois ça fait écho, mais c'est marrant parce que du coup tes propos c'est un peu c'est pas tout à fait les mêmes que les miens, mais en fait, du coup, moi, j'ai fait un burn-out, mais j'ai pas fait de dépression, j'ai fait de l'anxiété généralisée. Et pareil, c'est en me plongeant dans le développement personnel que j'ai pris conscience de plein de choses. C'est ça qui m'a sorti de cette merde, parce que ça a été très compliqué. Et je pense que les gens, tu vois, sont vraiment en train de prendre conscience que c'est pas bullshit, que c'est la vérité, que, en fait,
au plus tu vas te concentrer sur toi-même, au plus tu vas investir sur toi de l'énergie, du temps, etc., au plus tu vas savoir qui tu es, ce que tu veux, et tu vas pouvoir te construire la vie que tu as envie de vivre et maximiser du coup ton bonheur, ton épanouissement, ton alignement. Et je trouve qu'on est de plus en plus en train d'en prendre conscience. Et c'est urgent, surtout qu'on est vraiment... J'ai l'impression que c'est de pire en pire pour tout ce qui est angoisse, anxiété. C'est un truc de fou, quoi. Et la génération qui arrive derrière nous, qui est encore plus, du coup, dans cette recherche de liberté financière, atteindre des objectifs de malade très rapidement, bah, pour moi, c'est dangereux parce que, tu vois, je trouve que ça tend encore plus vers ce truc où il y en a plein qui vont tomber dans des moments, je pense, très compliqués au niveau des angoisses, des alignements, etc. Parce que si tu sais pas pourquoi tu le fais, si tu sais pas qui tu es, et que tu le fais juste dans le but de gagner du fric ou je ne sais quoi, pour moi, c'est pas bon du tout, quoi. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs de je suis hyper d'accord avec ça. Et moi, il y a une image, parce que j'ai tendance à beaucoup imager mes propos aussi, que j'expose à toutes les personnes que j'accompagne, justement. Pour moi, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pour projet de construire quelque chose de grand. Et je prends toujours la comparaison entre... tu peux avoir pour objectif de construire une maison ou un building sur le terrain que tu achètes, mais les fondations seront différentes. Il n'y a pas un projet qui est meilleur qu'un autre. Il y a peut-être des personnes qui se sentent beaucoup plus alignées avec cette notion de je veux juste construire une petite maison, plein pied, 90 mètres carrés, et je suis OK avec ça. Et d'autres personnes qui disent OK, non, en fait, moi, c'est un building que je veux construire, un building de 90 étages, et je me sens beaucoup plus alignée comme ça. À mon sens, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais les fondations sont différentes. Et avant même de vouloir construire quoi que ce soit, à mon sens, ce qui compte le plus, c'est les fondations. Et je vois beaucoup trop de gens être dans cette dynamique de je construis. Peu importe ce que je construis, parce que même une maison, si tu construis pas les fondations, ça peut s'écrouler à un moment donné, mais encore plus quand tu construis un building. Et surtout, dans l'entrepreneuriat, dans cette quête à l'objectif, à l'atteinte des objectifs, à cette liberté, et on veut toujours plus, forcément, eh bien, on néglige cette notion de fondation, d'avoir des fondations suffisamment stables, suffisamment adaptées aussi au projet que tu veux construire. Parce que si tu construis des fondations de base de maison, mais que tu te retrouves à accumuler les étages encore et voir de plus en plus grand, bah, forcément, les fondations, elles sont pas adaptées au départ. Donc, tu risques, de te retrouver avec un projet qui s'effondre et de devoir tout reconstruire au bout d'un moment. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Personnellement, je l'ai vu comme une opportunité parce que je me suis dit, OK, maintenant, je peux tout reconstruire à ma façon. Mais j'invite vraiment toutes les personnes qui ont des objectifs, peu importe lesquels, à se concentrer dans un premier temps sur est-ce que j'ai les fondations adaptées au projet que je veux construire aujourd'hui ? Est-ce que la personne que je suis est en capacité de porter tout ce que je décide de porter, tous les objectifs que je peux avoir ? Et c'est OK si c'est pas encore le cas, mais comment je peux faire en sorte de le devenir avant même de chercher à construire, ou alors en tout cas faire les deux en parallèle, mais ne pas négliger en tout cas ce travail sur soi et ne pas surestimer justement nos capacités. Parce que c'est bien de croire en soi, bien évidemment, et ça, c'est une croyance qui m'a toujours animée, et heureusement que je l'ai eue, mais de prendre le temps quand même de se poser les bonnes questions et de se dire, OK, est-ce que je suis alignée entre qui je suis, ce que je veux et ce que je fais pleinement ? Ouais, pour moi, c'est ça. Tu vois, au-delà des capacités et tout, je me dis, le plus important, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est aligné avec toi. C'est un peu comme ce truc, tu vois, du deuxième enfant, par exemple, ou de faire un enfant, tout simplement. Moi, j'ai qu'un enfant aujourd'hui, un petit garçon. Et pendant une année, j'étais en mode, tu vois, j'ai fait enlever mon stérilet et tout, en mode, je me suis forcée. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, il fallait faire un deuxième enfant pour lui, pour Léo, pour qu'il soit heureux, tu vois. Mais au fond de moi, j'avais une boule au ventre, mais énorme. Je n'avais aucune envie de cette deuxième enfant. Et tu vois, c'est un peu de ce truc de se dire, apprends à t'écouter, apprends à savoir ce que tu veux, parce qu'en fait, il va falloir que tu prennes des décisions qui sont alignées avec ce que tu veux construire. Si tu entends dire qu'il faut faire des trucs de ouf, qu'il faut machin, nan, et que tu veux juste faire pour faire comme les autres, tu vas te casser la gueule psychologiquement. C'est pas tant ton business qui va se casser la gueule, enfin, quoique c'est peut-être la suite si t'es en détresse psychologique ensuite. Pour moi, ça fait vachement écho à ce truc-là, et je trouve que c'est super dur, c'est vraiment pas toujours simple, même quand, enfin voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, etc. Et des fois, pour des grosses décisions, c'est très difficile de savoir ce que t'as deep down, ce que tu veux vraiment. Je trouve que ça peut être parfois très compliqué. Complètement. Et je pense que pour pouvoir s'entraîner à aller chercher ce qui se passe en profondeur, c'est de prendre le réflexe, de se questionner régulièrement, de se demander est-ce que là, les actions que je pose au quotidien, elles sont vraiment en adéquation avec mes besoins à moi ? Est-ce que ce que je fais, c'est pour faire plaisir aux autres ? Est-ce que c'est parce que c'est la société qui veut que ? Est-ce que c'est parce que c'est ce qui semble le plus logique, normal ? Mais en réalité, c'est logique pour qui ?
Logique pour les autres ou logique pour moi? Est-ce que c'est normal pour les autres ou normal pour moi? Et on est aussi beaucoup dans une société qui est dictée par certaines normes. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut que tu rentres dans la case, il faut pas que tu dépasses certaines limites, etc. Moi, je suis persuadée que l'important, c'est de se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur. Alors oui, on nous apprend pas à le faire de base. Donc forcément, se retrouver du jour au lendemain à se poser les bonnes questions, c'est pas ce qu'on va faire naturellement. Et puis tout déconstruire, quoi. Exactement. C'est ça le plus dur, en fait. Ouais. De se déprogrammer de tout ce qu'on nous a inculqué, et puis de se dire, et ça aussi c'est une petite image que je donne beaucoup à toutes mes coachées, elles apprécient cette image, c'est que je leur dis toujours, essaye de visualiser une étoile dans un carré. On est d'accord que pour que cette étoile rentre dans le carré, il faut qu'elle soit plus petite que le carré. Et cette étoile, en réalité, c'est toi. C'est nous. C'est chaque personne qui est ici. Sauf que le carré dans lequel on a décidé de te mettre, c'est finalement ce que la société attend de toi, c'est ce que peut-être tes parents attendent de toi, ton environnement, tes proches, tes amis, peu importe. Et tu te conformes à cette notion de « je dois rester dans ce carré », sauf que dans le concret, une étoile, elle est faite pour briller. Donc, tu n'as rien à faire dans ce carré. Donc toi, ce que tu dois faire aujourd'hui, ta responsabilité à toi, c'est de sortir de ce carré et de prendre la place qui te revient, ta place à toi, et de te reconnecter à ton essence même, qui est de briller, qui est d'être épanoui, qui est de te sentir toi-même, en fait, et pas juste d'être mise dans une case dans laquelle toi, tu ne te corresponds pas, tu ne te retrouves pas, tu ne te sens pas épanoui dedans. Et ça, je trouve que c'est un des plus gros challenges actuels, c'est que finalement, on fait beaucoup pour les autres, mais on fait pas parce qu'on est pleinement aligné avec ce qu'on fait et ce qui nous semble normal pour nous, dans le concret. Complètement. Et donc toi, à quel moment justement tu trouves cet alignement? À quel moment tu te dis tiens, je vais me lancer en tant que coach, je vais aider d'autres femmes à éviter justement de vivre ce que moi j'ai vécu? Et comment est-ce que tu fais cette transition justement, parce que devenir entrepreneur, c'est pas inné, ça peut être beaucoup de charge mentale, ça peut être difficile, tu pouvais ne peut-être pas avoir les codes, tu vois. Donc comment ça se passe un petit peu toute cette transition, et il y a combien de temps exactement? Moi, du coup, c'est en 2020 que je me plonge davantage dans le développement personnel. Et puis, en 2021, encore plus par rapport à ce qui m'est arrivé. Donc, c'est en 2021 que j'ai vraiment eu ce déclic d'être coach. À la base, c'était pas ce qui m'était venu en premier lieu quand j'ai décidé d'entreprendre. Je voulais plutôt me lancer dans tout ce qui est mode parce que c'est une passion pour moi. Sauf que finalement, quand j'étais vraiment dans cette notion de je me développe et je travaille sur moi et j'étais face aux difficultés que je pouvais avoir, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'anime. C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux transmettre aux gens, que tout le monde a une force intérieure qui peut lui permettre de gravir des montagnes, d'accomplir des choses juste incroyables et au moins, en tout cas, de briller. Quand j'étais dans cette dynamique de chercher, moi, à me reconnecter à ma propre lumière, je me suis dit, ok, je me fais cette promesse de quand j'aurai retrouvé cette lumière, quand j'aurai incarné vraiment cette lumière qui a en moi, qui a été éteinte, eh bien, je ferai en sorte d'aider un maximum de personnes à briller, de reprendre le contrôle de leur vie, de déconditionner les conditionnements qu'on leur a inculqués et de se reprogrammer correctement comme elles le souhaitent. Et du coup, j'ai dans mon petit cheminement personnel de travail sur moi, de me dire, ok, bon, eh bien, mon projet, c'est de développer mon activité en tant que coach, accompagner des gens. Comment est-ce que je peux faire la passerelle entre ma situation actuelle et mon business de coach ? Donc, je me suis dit, ok, je suis commerciale de base, donc je vais passer par le closing. Donc, je vais me former dans le closing, c'est ce qui va me permettre de générer des revenus en attendant que je puisse me former, me faire certifier en tant que coach. Puis à ce moment-là, je rencontre du coup mon chéri actuel, je lui expose tout mon projet, j'étais prête du coup à me lancer dans le closing, et puis il me dit, mais clairement, qu'est-ce qu'on s'en fout du closing ? Qu'est-ce qu'on s'en fout du closing ? Pourquoi est-ce que tu te lances pas directement en tant que coach ? T'as déjà beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, et ce serait limite égoïste de garder ça pour toi pour le moment, alors que tu peux déjà commencer à impacter des gens, et puis tu peux déjà lancer ton activité. Mais bien sûr. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. Complètement. Maintenant, ça me fait sens, mais sauf qu'à l'époque, il y avait pas mal de peurs, il y avait pas mal de croyances qui me disaient, est-ce que je suis suffisamment légitime de commencer mon activité de coach maintenant ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que c'est le bon moment pour moi ? Etc. Donc, il m'a offert l'opportunité de pouvoir coacher des clients à lui gratuitement. Mais non. Ah ouais. Mais parfait. Pour me faire la main, entre guillemets. Okay. Donc, il m'a proposé ça. Donc, il m'a dit, ok, j'ai des personnes dans mes clients, dans ma communauté qui pourraient se faire accompagner. Donc, comme ça, toi, ça pourrait te permettre de tester tes méthodes, tes techniques, te construire ton programme d'accompagnement. Et puis, franchement, je suis hyper reconnaissante par rapport à ça parce que ça m'a énormément aidée. Et si j'avais pas fait tout ça, aujourd'hui, j'en serais pas là, clairement. Donc ça a commencé fin 2022.
Donc fin 2022, je commence à coacher plusieurs personnes en même temps sur plusieurs séances. Donc à l'époque, je fais des coachings de 6 semaines avec 6 séances individuelles, avec des exercices. Et ça me permet en fait de construire un petit peu mon programme. C'est avec quoi moi je me sens à l'aise, là où sont mes forces à moi en tant que coach aussi. Je vois que toutes les personnes que j'accompagne sont hyper satisfaites. J'ai que des retours super positifs. Donc ça m'aide aussi pour ma confiance en moi, pour ma légitimité. Sauf tu fais que du one-one ? Ouais, que du one-one. Sauf qu'il manquait quand même cette légitimité renforcée par cette fameuse certification qui pour moi était hyper importante. Donc je décide aussi de passer le cap, de me faire former, de me faire accompagner pour que je puisse avoir ce diplôme que j'ai obtenu. Alors même si oui, dans le concret, ça n'a pas changé énormément de choses sur ma façon de coacher, mais en moi, personnellement, il s'est passé un petit switch où je me suis dit, ok, c'est bon. En tout cas, ça m'a conforté dans cette idée que c'était vraiment ce que je voulais faire, que j'étais déjà dans la bonne direction. Et puis, j'ai continué à accompagner encore et encore d'autres personnes. Aujourd'hui, mes accompagnements durent 3 mois, donc je suis passée de 6 semaines à 3 mois. J'ai amélioré tout plein de techniques que j'avais déjà de base, tous les exercices que je proposais. Et aussi, ça m'a permis de me rendre compte ce sur quoi moi je voulais intervenir. Et vraiment cette dynamique de permettre aux gens de se reconnecter à leurs valeurs personnelles pour briller pleinement. Et je me rends compte que c'est aussi moi, indirectement, ce qui me permet de briller parce que ça me recharge. Bien sûr. Et coacher des gens, indirectement, ça nous permet de nous auto-coacher aussi. C'est évidemment. Hyper enrichissant. Et comment t'as fait ? Il y a une question que je voulais te poser aussi, Nina. Je crois que t'as 100 000 abonnés, un truc comme ça ? 164. Ah ouais, meuf. Comment tu as fait en si peu de temps pour avoir autant d'abonnés ? On est d'accord que t'es partie de rien, t'avais pas de compte Instagram avec déjà... Alors, j'avais une petite communauté tu m'as dit tout à l'heure. 1300 abonnés. Bon, ok. Jusqu'en septembre, là, 2023. Quoi ? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Alors, il y a eu un très gros boom. Très gros boom. Alors, je me suis lancée du coup fin septembre 2023, parce que je commençais déjà à coacher, mais je coachais dans l'ombre en fait. C'était beaucoup de bouche à oreille, etc. Donc, je l'exposais pas vraiment sur mes réseaux. Du coup, donc fin 2023, je me dis ok, bon, let's go, on va commencer à montrer clairement ce que je fais, à essayer d'impacter davantage de personnes. Et puis là, donc ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie. Et là, il y a vraiment quelque chose qui moi ne m'a jamais quitté, c'est cette notion d'alignement. Je me suis toujours dit, je me promets une chose, c'est que tout le contenu que je veux proposer, tout ce que je veux exposer, tout ce que je veux partager, il faut que ce soit aligné avec la personne que je suis. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui marche, mais qui me ressemble, avec lequel je me sens ok, alignée, que je sois fière de ce que je propose aussi, même si ça va continuer d'évoluer. Donc j'ai vraiment regardé ce qui se faisait sur les réseaux, ce qui marchait pas. J'ai tout analysé, ça a été énormément de stratégie aussi, parce que chaque détail compte. Donc ça, je le pose là, mais chaque détail compte. Vraiment, dans la création de contenu, tous les détails, alors que ce soit la phrase d'accroche, que ce soit le rythme, que ce soit le regard, la musique. Alors, ça, par contre, je le fais pas exprès. Ah ouais ? Mais tout compte. Donc... voilà, j'ai vraiment été dans cette stratégie d'amélioration. Et puis, j'étais convaincue à ce moment-là que fin 2023, donc au 31 décembre 2023, je serais au moins à 5000 abonnés. Donc mon chéri, à ce moment-là, me dit « Fais gaffe, 5000 abonnés, t'es qu'à 1003, il y a quand même un gap, ça peut être compliqué. » Donc je lui dis « Ouais, peut-être, mais je suis convaincue que je vais le faire. » Et je pense que cette conviction m'a jamais lâchée. Et je me suis aussi beaucoup détachée du résultat. C'est-à-dire que je le faisais parce que j'avais décidé de le faire, mais sans m'accrocher au nombre d'abonnés. Et puis, ça a explosé, ça a fait que monter. Ça aurait pu encore plus monter parce que là, j'ai un peu arrêté de poster. Et on va me taper sur les doigts d'ailleurs, parce que c'est pas bien. Mais ouais, je pense que je l'ai fait parce que j'étais alignée, je me suis sentie ok avec ce que je proposais. Et surtout, j'ai cette croyance au plus profond de moi qui me disait, je sais que je vais le faire, donc j'ai pas eu peur de le faire du coup à ce moment-là. Chapeau. En tout cas, très belle croissance ultra rapide. On va pas vous mentir, on a commencé un peu tard cette interview. Moi, j'adorais être hyper transparente, elles le savent, les filles. Et donc, malheureusement, on ne peut pas continuer cette interview, même si j'aurais aimé rester plus longtemps avec Nina. Mais du coup, on doit un peu rusher. Vous le savez, j'ai pas l'habitude de faire des épisodes qui soient aussi courts. Normalement, c'est plus 1h15 en général. Mais c'est pas grave, on a quand même passé un super moment. L'échange était super, full valeur. On a quand même compris ton histoire, ta transition, ce par quoi tu es passé. Et c'est le plus important.
Mais voilà, malheureusement, nous devons nous arrêter là. Je fais jamais ce genre de petit aparté, mais ça me semblait normal de le faire parce que je suis persuadée que les gens vont se demander mais pourquoi cet épisode est plus court que les autres. Voici pourquoi nous avons commencé en retard par ma faute, puisque je suis à Dubaï et que je suis à l'arrache. Donc c'est le temps de comprendre comment fonctionne Dubaï et voilà, bon, tant pis. En tout cas, c'était trop cool de te recevoir, Nina. On a 3 questions rituelles dans le podcast que je vais te poser du coup très rapidement. Donc première question, mais tu me l'as déjà dit, c'était quoi ton rêve de petite fille? Devenir une businesswoman. Yes. Est-ce que tu as une phrase, un mantra que tu aimes particulièrement? Oui, là où tu mets ton focus, tu iras. That's beautiful. Et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Alors, bonne question. Du coup, pour moi, ce serait plutôt être actrice de sa vie plutôt que spectatrice. C'est de reprendre les commandes et de faire en sorte justement d'être aligné avec qui on est, ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on fait, du coup. Et de poser des actions qui sont en adéquation avec qui on est et ne pas laisser l'extérieur nous dicter quoi faire, mais se reconcentrer à l'intérieur pour devenir actrice tout simplement de notre existence. Nickel, c'est validé. Parfait. Nina, c'était un plaisir. Je te laisse, en regardant la caméra, saluer toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube et faire une petite phrase. Je demande souvent à l'invité en fait de dire au revoir de la manière dont tu as envie. Vous le faites souvent mieux que moi. En plus, moi, je suis pas trop OP avec YouTube, j'y connais pas grand-chose. Donc, je te laisse du coup passer le message que tu veux et qu'on termine cette interview. Eh bien, merci beaucoup du coup de nous avoir écoutés. Merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Et puis, le petit mot de la fin que je pourrais dire, c'est de croire en vous, de toujours vous reconnecter à ce qui se passe au plus profond de vous, de ne laisser rien ni personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable et d'être actrice très clairement de votre vie. Et voilà, sur ces belles paroles, eh bien, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À très vite. Et mettez un petit commentaire si jamais vous avez kiffé l'épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours, que ce soit pour l'invité ou pour moi-même. C'est toujours génial. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Salut Nina. Salut à toi.